Bonjour, je m'appelle Kaline. Ma mère a dit, c'est le roi. Tu nettoies ses toilettes. Puis mon beau-père m'a frappé avec une ceinture parce que j'ai refusé de servir son fils adulte comme une domestique. Je suis parti avec un bras cassé, $1, et pas de brosse à dents. Ils n'ont jamais appelé, n'ont jamais demandé si j'avais survécu. Ils m'ont élevé comme un outil, puis m'ont jeté comme un déchet. Mais ce qu'ils ne savaient pas, j'étais déjà en train de construire quelque chose qu'ils ne toucheraient jamais. Avant de plonger dans le vif du sujet, à quelle heure écoutez-vous ceci et d'où? Laissez un commentaire. Voyons jusqu'où cette histoire voyagera. Vous êtes prêts? Le dîner était le seul moment de la journée où je pouvais prétendre que nous étions une famille. Pendant 15 minutes, je pouvais me concentrer uniquement sur les assiettes et les couverts, alignant l'argenterie comme des soldats, espérant que pour une fois personne n'élèverait la voix, que peut-être maman sourirait ou qu'il garderait sa ceinture. Ce soir-là, j'ai mis la table en silence. L'odeur du rôti de bœuf réchauffé remplissait l'air, fade et lourde. J'avais été prudente, j'avais poli les fourchettes, plié les serviettes, et même allumé la bougie chauffe-plat bon marché du magasin à $1. Peut-être que la paix venait par de petits efforts. Mon beau-père, Greg, s'est affalé à sa place habituelle comme si l'air lui appartenait. Son fils, Carter, 8 ans, les jambes se balançant sous la table, aboyait déjà des ordres comme un prince avec une couronne en plastique. Du jus, a-t-il dit sèchement, sans même me regarder. Je lui ai versé un verre de jus de pomme, les mains stables, la mâchoire serrée. Maman s'est assise en face de moi, tapotant sur son téléphone, n'accordant aucune attention à quoi que ce soit. Greg a marmonné, il aime ça avec des glaçons. Je me suis levé, je suis allé au congélateur. Alors que je revenais, Carter a soupiré bruyamment. Trop lente. J'ai posé le verre doucement. Il a eu un sourire narquois, l'a bu bruyamment et a jeté sa fourchette par terre. Oups, a-t-il dit. Je ne me suis pas penché. Je n'ai pas cligné des yeux. Je me suis baissé pour la ramasser, mes genoux douloureux contre le linoléum. Quand je me suis relevé, j'ai jeté un regard à maman, mais ses yeux étaient toujours rivés sur son téléphone. J'ai placé la fourchette à côté de son assiette et j'ai essayé de m'asseoir. J'avais à peine touché la chaise quand la voix de maman a fendu l'air comme une gifle. Il mange d'abord, ensuite tu nettoies. C'est le roi. Tu connais ta place. Je me suis figé, puis je me suis assise quand même, juste pour une seconde. J'avais faim, moi aussi. Greg a levé les yeux lentement. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Carter a ri. Elle s'est assise. Greg a claqué sa fourchette sur la table. Est-ce que j'ai dit qu'elle pouvait s'asseoir? J'ai ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Au lieu de cela, je me suis relevé, mes jambes raides. Il m'a dévisagé avec ce regard, celui qui précédait toujours la ceinture. Mon estomac s'est noué. Du jus, a aboyé de nouveau Carter. Je me suis tourné vers le pichet, mais le verre était encore plein. Il n'a même pas fini. Greg s'est levé, sa chaise a grincé en reculant. J'ai dit, serre-le. J'ai dégluti. Il a des bras. Il peut se servir lui-même. Le silence qui a suivi cette phrase était profond et sombre. Puis j'ai vu la main de Greg bouger. Il a débouclé sa ceinture. Le son du cuir glissant à travers les passants du jean a rempli la cuisine comme un râle d'agonie. J'ai reculé. Répète ça, a-t-il dit, s'avançant vers moi. Je ne l'ai pas fait. Mais mon silence n'était pas de l'obéissance. C'était de la colère, enroulée et silencieuse. Le premier coup est venu rapidement sur le haut de mon bras. Le second, sur mon dos. J'ai crié. Greg, arrête, ai-je suffoqué. Mais maman n'a pas bougé. Au lieu de cela, elle s'est levée, s'est approchée et m'a attrapé le visage si fort que ses ongles m'ont éraflé la peau. Tu le nourris, a-t-elle sifflé. Où tu sors, fille bonne à rien. Il m'a frappé à nouveau. Carter a ri. J'ai trébuché en arrière, ma vision tourbillonnant. Mon bras droit pendait bizarrement. Mon épaule pulsait en vagues nauséabondes. Dehors, a grogné maman. Je l'ai regardée, la femme qui m'a donné naissance. Elle a pointé la porte comme si j'étais un nuisible. Tu m'as entendu? Dehors. Greg a ouvert la porte d'entrée d'un coup sec. Tu veux faire comme si tu étais grande? Alors pars. Je me suis dirigé vers le couloir,
pieds nus dans ma chemise de nuit et mon fin pantalon de pyjama. J'ai attrapé mon portefeuille sur le comptoir. Il était vide. J'ai vérifié la poche de mon sweat à capuche. Un seul billet d'1$ froissé. J'ai jeté un regard en arrière. Une brosse à dents, ai-je murmuré. Maman m'a claqué la porte au nez. Le peine dormant s'est enclenché. J'ai tressailli au son. Il a résonné plus fort que la ceinture. Je suis resté là un moment sur le porche, hébété. Le béton froid me brûlait les pieds. La lumière du porche vacillait comme si elle ne pouvait pas décider si je méritais d'être vu. Mon bras pendait mollement. Je les berçais doucement, essayant de ne pas pleurer. Je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Plus maintenant. Je me suis retourné, j'ai quitté le porche et j'ai boité le long de l'allée. Pas de sac, pas de chaussures, pas d'adieu, juste un bras cassé et un unique $. Un demi-pâté de maison plus loin, j'ai vu un lampadaire. Il a clignoté une fois, 2 fois, puis est resté allumé. Je me suis assise dessous, le dos contre le poteau, et j'ai levé les yeux vers le ciel sombre. Un filet chaud a coulé de ma tempe. Je ne l'ai pas essuyé. J'ai regardé mes mains tremblantes, éraflées, petites et j'ai dit doucement, je suis toujours là. Pas parti, pas effacé. Toujours là. Le lampadaire au-dessus de moi a grésillé une fois, puis s'est tu. La lumière jetait une lueur jaune pâle sur le trottoir, faisant ressembler les fissures dans le béton à des veines sur une vieille peau. J'ai bougé légèrement sur le banc, grimaçant alors que mon épaule me lançait. Je me suis recroquevillé davantage, essayant de me réchauffer, mais le coton fin de ma chemise de nuit n'était pas fait pour l'air nocturne. Le béton sous moi irradiait encore la chaleur de la journée, mais ce n'était pas suffisant. Plus maintenant. J'avais parcouru un demi-mile depuis le porche d'où il m'avait chassé, espérant trouver quoi? Un endroit qui ne soit pas le leur. Un endroit où personne ne me traiterait de bonne à rien. Un magasin d'alcool avait ses volets baissés, ses enseignes au néon éteintes. Je m'étais installé sous son auvent cassé, essayant de ne pas ressembler à une fugitive ou à une statistique. Mon estomac gargouillait depuis 1 heure. Je n'avais pas mangé depuis le petit déjeuner. Du pain grillé froid, à moitié brûlé, les restes de Carter. J'en avais pris une bouchée avant que maman ne me l'arrache pour le lui donner. Des pas se sont approchés. Rapides, bruyants. Je me suis tendu. Un groupe d'adolescents est passé en riant trop fort. J'ai baissé les yeux, prétendant ne pas être là, mais l'un d'eux m'a remarqué quand même. Yo, regarde cette nana qui dort sur un banc de magasin d'alcool comme si elle était dans un film ou un truc du genre. Une autre voix a ajouté, tu veux un verre, Cendrillon? Puis une éclaboussure. Quelque chose de froid et de collant a atterri sur ma poitrine. Un demi-gobelet de soda éventé. J'ai halté, reculant brusquement, ce qui a envoyé une décharge de douleur dans mon épaule blessée. Ils se sont enfuis en courant, leur rire rebondissant sur les murs de briques. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré, j'ai juste essuyé la tache humide avec ma manche. Cela n'a fait qu'étaler le sucre plus profondément dans le tissu. Je me suis levé lentement et j'ai marché. Le centre-ville de Bakersfield à minuit n'est pas fait pour la pitié. Je suis passé devant des magasins fermés, des lampadaires vacillants, un restaurant aux fenêtres barricadées avec des lettres délavées s'accrochant encore à la promesse d'un petit déjeuner toute la journée. J'ai vu une église, une petite en briques avec une garniture blanche écaillée. J'ai monté les marches en boitant et j'ai essayé la porte. Verrouillée. J'ai frappé 1 fois, 2 fois. Rien. Pas même une lumière à l'intérieur. Plus loin dans la rue, j'ai repéré une station-service encore ouverte. Les lumières fluorescentes rendaient tout à l'intérieur stérile et impitoyable. Je suis entré. L'homme derrière le comptoir n'a pas levé les yeux. Il a juste dit, les toilettes sont pour les clients qui paient. J'ai $1, ai-je offert. Il a enfin levé les yeux. Ça vous donnera une bouteille d'eau. Au fond. J'ai hoché la tête, essayant de sourire. Il n'a pas souri en retour. Je suis passé devant des allées de collation que je ne pouvais pas me permettre. Les bouteilles d'eau étaient alignées en rangées nettes comme de petits soldats. J'ai choisi la plus petite et je l'ai apportée au comptoir. Il l'a scannée. 89 cents. Vous voulez un sac? J'ai secoué la tête. Dehors, j'ai trouvé des toilettes cachées derrière la station. Un miroir fissuré était suspendu au-dessus d'un lavabo taché d'orange sur les bords. Je me suis penché, tournant mon visage vers la lumière.
Mon œil commençait à enfler. Une ecchymose sombre avait fleuri sur ma pommette. Il y avait des égratignures sur mon cou et du sang séché dans mes cheveux. Mon bras commençait à se raidir. Voilà, ai-je murmuré au miroir, à quoi ressemble une bonne à rien pour eux. J'ai détourné le regard et je suis parti. J'ai erré jusqu'à ce que je trouve un autre banc, celui-ci en face d'un arrêt de bus, sous un panneau publicitaire pour des avocats spécialisés en dommages corporels. Le numéro de téléphone brillait comme une sorte de blague. Je me suis assise. Les minutes ont passé, peut-être des heures. Je ne me souviens pas avoir fermé les yeux, mais je me souviens de la voix qui m'a réveillé. « Tu as faim, ma petite ?» Elle était douce, usée par le temps, comme la voix de quelqu'un qui en avait trop vu pour parler fort désormais. J'ai ouvert les yeux. Un homme se tenait à quelques pas, plus âgé, noir, peut-être 70 ans, portant un manteau bleu marine délavé et tenant un sac en papier brun dans une main et une couverture enroulée dans l'autre. Je n'ai pas répondu. Il n'a pas insisté, a juste hoché la tête, et s'est assis sur le banc à côté de moi, lentement et régulièrement, comme si ses genoux avaient appris la patience à la dure. Il a ouvert le sac, en a sorti un sandwich pain blanc, d'Inde peut-être, enveloppé dans du papier ciré. Il l'a déchiré en deux, m'a tendu un morceau. Je l'ai fixé. Mon estomac a gargouillé avant que je puisse dire quoi que ce soit. « Tu n'es pas obligé de le prendre si tu ne veux pas », a-t-il dit. Mais je me suis dit qu'il n'y avait pas de mal à offrir. Je l'ai pris. Mes doigts ont effleuré les siens pendant une demi-seconde. Ils étaient chauds, rugueux. « Mon nom est Elia », a-t-il dit. Elia Burke. La plupart des gens m'appellent simplement Monsieur Burke ou le vieil Elia, selon le jour. J'ai hoché la tête. Toujours sans parler. Il a pris une bouchée de sa moitié, a mâché lentement. Concierge à la retraite. Je lavais les sols au palais de justice. J'ai servi au Vietnam avant ça. J'ai une petite chambre à la pension Grèce, 3 pâtés de maison à l'Est. $480 par mois. Cuisine commune et mauvais café inclus. J'ai esquissé un petit sourire tordu. C'était le premier depuis un moment. Il m'a jeté un regard, puis a de nouveau regardé la route. Tu n'as pas à me raconter ton histoire, mais je vais te raconter la mienne. Et il l'a fait. Comment il s'était fait battre presque à mort en 64 juste pour s'être assis à un comptoir réservé aux Blancs. Comment son petit frère avait disparu au Mississippi. Comment sa femme l'avait quitté quand l'usine avait fermé. Comment il avait dormi dans des ruelles pendant 3 hivers avant d'être mis sur la liste de la pension. Mais tu sais quoi, a-t-il dit, terminant la dernière bouchée de son sandwich. La vie s'est améliorée. Pas vite, pas facilement, mais elle l'a fait. Il ne faut juste pas abandonner. J'ai regardé le demi-sandwich dans ma main. Il avait le goût de viande froide et de pain sec, mais c'était la meilleure chose que j'avais mangée depuis des semaines. Il a de nouveau fouillé dans son sac et en a sorti une petite couverture. Pas neuve, un peu effilochée sur les bords. Il l'a posée sur mes jambes. « Tu as le feu en toi, ma fille », a-t-il dit doucement. « Même avec ses bleus, je peux le voir. Laisse-le brûler correctement. Pas de manière sauvage. » Et juste comme ça, les larmes sont venues. Pas parce que j'étais blessé, mais parce que quelqu'un, pour une fois, ne voulait rien de moi. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma manche, j'ai reniflé une fois. Mon nom, ai-je murmuré, la voix à peine un souffle, et câline. Monsieur Elia a souri, les yeux bienveillants. Eh bien, a-t-il dit. Maintenant je sais pour qui prier ce soir. Maintenant, quelqu'un connaissait mon nom, et pour la première fois, je voulais vivre. Cette pensée est restée avec moi-même lorsque la lumière grise du matin s'est glissée par les fenêtres du refuge 2 jours plus tard. On m'avait installé dans une chambre temporaire à matelas nu, cadre de lit en métal, chaise en plastique mais elle avait une porte qui se verrouillait et une petite étagère pour mes chaussures. C'était plus que ce que j'avais eu depuis des semaines. J'étais assise dans la petite cafétéria ce matin-là, tenant un gobelet en papier de café faible, fixant un biscuit qui s'effritait comme de la craie. Quelques autres femmes étaient assises à proximité, pour la plupart silencieuses. L'une marmonnait pour elle-même. Une autre tapait une cuillère contre son plateau comme un métronome. Puis une fille à qui je n'avais pas encore parlé s'est glissée sur le banc en face de moi. Elle ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Des yeux vifs, un sweat à capuche usée, un lacet noué. « C'est toi la fille ?» a-t-elle demandé. Sans préambule.
Celle dont le beau-père a appelé les flics? J'ai cligné des yeux. Quoi? Pas la peine de mentir, a-t-elle dit rapidement. On entend toutes des trucs. Le personnel reçoit des appels. Des papiers circulent. La dame à l'accueil a dit que tu avais mal réagi. A dit que tu avais un couteau. J'ai posé le gobelet trop fort. Un peu de café a débordé. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a haussé les épaules comme si cela n'avait pas d'importance, mais ses yeux se sont attardés. Je ne lui en voulais pas. Elle ne me connaissait pas. Aucune d'entre elles ne me connaissait. Mais quelqu'un avait déjà tracé la carte de qui j'étais, et ce n'était pas une carte bienveillante. Plus tard cet après-midi-là, une employée nommée Shelley m'a demandé si je pouvais parler en privé. Son bureau sentait le nettoyant au citron et la vieille encre d'imprimante. Elle a croisé les mains sur un mince dossier avec mon nom sur l'onglet. Kaline, a-t-elle commencé doucement. Je veux être transparente avec vous. D'accord. Nous avons reçu un rapport. Je n'ai pas parlé, j'ai juste hoché la tête une fois. Elle a ouvert le dossier lentement. Il est dit qu'il y a eu un incident. Votre beau-père prétend que vous l'avez menacé avec un couteau, que vous avez été instable. Ils ont également mentionné des inquiétudes concernant votre passé, des explosions émotionnelles, des problèmes à l'école. Vous avez été signalé comme potentiellement instable. J'ai laissé échapper un souffle court qui aurait pu être un rire ou peut-être un avertissement. J'ai eu un seul épisode, ai-je dit d'un ton égal. Ça s'appelait le respect de soi. C'est ce qu'ils ont vu. Moi en train de dire non. Shelley n'a pas bronché. Je lui accorde ça. Mais elle me regardait toujours de la manière dont on regarde un verre sur le point de tomber d'une table. Pas encore cassé, mais presque. Ils ont déposé une alerte secondaire auprès de la protection de l'enfance, a-t-elle dit, un peu plus doucement. Même si vous avez 23 ans, le rapport prétend que vous pourriez être une menace pour les mineurs à la maison. Celui-là m'a laissé sans voix. Il ne m'avait pas seulement mise à la porte. Il m'avait enterré sous la paperasse. Ma famille m'avait fait disparaître sur le papier. Ils ont dit que j'avais fugué, ai-je finalement demandé. Ils ont utilisé les mots risque de fuite. Shelley s'est agitée sur son siège. Ils ont également demandé que si vous retournez à la maison, les forces de l'ordre soient prévenues. J'ai pressé le bout de mes doigts sur mes tempes, essayant de repousser la nausée qui montait de mon ventre. Y a-t-il une copie du rapport? Elle a hésité, puis a passé quelques pages imprimées du dossier. Mes mains tremblaient en les prenant. J'ai vu les noms familiers, mon beau-père, Gary, ma mère, Monique, leur signature en bas. Et dans l'espace destiné à la description de l'incident, le sujet est devenu agité, comportement menaçant, a tenté de nuire à un membre de la famille. Nulle part il n'était fait mention de ma fracture de l'épaule, des bleus sur mes côtes, ou de la nuit où j'ai dormi sur le béton pendant que le sang séchait sur mon visage. Aucune mention du soda jeté sur moi, ou du sandwich qui m'a sauvé. Mes yeux se sont arrêtés sur une signature, Monique Taylor en cursive. Elle n'utilisait même plus son nom de jeune fille. Elle avait choisi l'identité de Gary comme une seconde peau, et elle avait approuvé mon effacement. Elle voulait que je disparaisse, ai-je murmuré, et maintenant c'est le cas. J'ai quitté le bureau de Shelley en silence et je suis retourné dans ma chambre. Je me suis assise sur le lit, les pages du rapport toujours à la main, les relisant sous l'ampoule jaune au-dessus. J'aurais dû pleurer. Au lieu de cela, je me suis souvenu de quelque chose que Nishira m'avait dit une fois en seconde, à l'époque où nous pensions encore que grandir signifiait quelque chose de bien. Tu dois écrire ta propre version, Kaline, ou ils l'écriront pour toi, et alors tu seras coincé à vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Je n'avais pas pensé à Nishira depuis des années, mais sa voix est revenue, nette et stable. Cette nuit-là, je me suis éclipsé discrètement et j'ai marché jusqu'à la petite bibliothèque publique près de la 8e et de la rue K. Elle était encore ouverte pour 1 heure. J'ai demandé à utiliser la salle informatique, et la femme à l'accueil m'a tendu un bout de papier brouillon avec un code de connexion. Je me suis assise au terminal du coin. La chaise a grincé quand je me suis penché. Le moniteur a vacillé avant de s'allumer. Écran de connexion bleu, puis le bureau familier. J'ai cliqué sur le navigateur, les doigts planant au-dessus du clavier. Et puis j'ai commencé. Pas un blog. Pas une lettre à la rédaction. Juste la vérité. J'ai tapé, voici comment on efface une fille. Et je ne me suis pas arrêté. J'ai écrit sur le pain grillé froid, la brosse à dents manquante,
la façon dont mon beau-père m'appelait une bouche avec des jambes. J'ai écrit sur le bleu derrière mon oreille que personne n'a vu. Sur la façon dont le silence était la monnaie de cette maison, comment j'ai appris à plier ma colère en hochement de tête poli et en excuses vides. J'ai tapé jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal, jusqu'à ce que les lumières de la bibliothèque baissent une fois en guise d'avertissement. Puis j'ai trouvé un forum local pour les survivants, un forum discret, caché sous des couches de clics. Je n'ai pas mis ma photo. Je n'ai pas donné de nom de famille. Mais en bas, j'ai écrit « Mon nom est Kaline ». Je n'ai pas fugué. J'ai été jeté. J'ai cliqué sur « Publier ». L'écran a flashé, puis s'est effacé. Je me suis déconnecté. Pendant un long moment, je suis resté assise là, les mains toujours sur le clavier, respirant l'air vicié et la chaleur résiduelle des vieilles machines. Mon cœur battait comme si j'avais couru un mile. Dehors, la nuit était calme, chaude. Je suis retourné au refuge, lentement, d'un pas régulier. Mon histoire n'était pas bruyante, mais elle était mienne maintenant. Il m'avait effacé avec des histoires, et je comptais en écrire une qu'il ne pourrait pas supprimer. 3 semaines plus tard, je me tenais devant une boutique étroite, coincée entre un bureau des impôts aux fenêtres barricadées et une laverie automatique avec un unique panneau ouvert vacillant. Une planche en bois peinte au-dessus de la porte indiquait le Cedar Clay. Pas de lumière tapa accent grave l'œil, pas de slogan accrocheur, juste ce nom tranquille comme s'il n'avait rien à prouver. La porte a grincé lorsque je l'ai poussée. À l'intérieur, l'air sentait la terre mouillée et quelque chose de doucement fumé. La lumière du soleil filtrait par de hautes fenêtres, attrapant des grains de poussière qui dansaient au-dessus d'étagères de bols, de vases et de tasses chacun façonné comme si quelqu'un avait essayé de donner un sens au monde avec ses mains nues. Derrière le comptoir, Evelyne a levé les yeux. Cheveux argentés en chignon. Tablier éclaboussé de glaçures séchées. Bras croisés. Ses yeux m'ont scruté. Calme mais pas doux. Vous êtes venu, a-t-elle dit. Elia a dit que vous pourriez avoir besoin d'aide, ai-je répondu, me déplaçant maladroitement. Je peux essayer. Evelyne n'a pas posé de questions sur mon passé, ni sur les bleus, ni sur le bandage qui soutenait encore mon avant-bras droit. Au lieu de cela, elle a attrapé sous le comptoir un bloc d'argile enveloppé dans de la mousseline humide. Ce n'est pas grave d'être maladroite, a-t-elle dit en le pressant dans mes mains. Elle se souvient de tout, mais elle pardonne facilement. C'était la première gentillesse à laquelle je pouvais faire confiance. Le studio était calme. Pas de musique, pas de bavardage, juste le faible bourdonnement d'un espace qui avait déjà vu de la peine et qui n'essayait pas de combler le silence. Elia m'y avait conduite la semaine précédente dans sa vieille Chevrolet et avait dit simplement, elle a besoin de créer quelque chose qui ne crie pas. À la table de travail, j'ai posé l'argile et me suis assise avec précaution. Mon bras me faisait encore mal, une douleur profonde dans l'os. Quand j'ai défait le bandage, la peau en dessous était jaunie par de vieux bleus, et de fines lignes violettes couraient comme des fils sous la surface. J'ai hésité. Puis j'ai pressé mes 2 mains dans l'argile. Elle a cédé facilement. Douce, fraîche, presque réconfortante. Mais alors que j'essayais de la pétrir, mon bras droit s'est tendu, et la douleur a éclaté, blanche et vive. J'ai tressailli. Ma main a glissé. La masse a roulé, puis s'est affaissée. Un bol à moitié formé s'est effondré en un tas dégonflé. Je l'ai regardé fixement. Le souffle coupé dans ma gorge. Il me ressemblait. Quelque chose qui était autrefois droit, maintenant affaissé et inégal. Evelyne est passée derrière moi, s'arrêtant sans regarder directement. La symétrie est surfaite, a-t-elle dit. La poterie est une question d'histoire. Même les cicatrices ont une forme. J'ai hoché la tête lentement, mais je ne l'ai pas regardée. Mes doigts planaient au-dessus de la pièce ruinée. Je les ai pressés doucement dans l'argile à nouveau. Pensez-vous que... ai-je finalement dit. L'argile se souvient. Evelyne s'est dirigée vers l'étagère et a pris une tasse épaisse, légèrement déformée mais émaillée d'un bleu profond qui chatoyait. Elle l'a posée devant moi. Non, a-t-elle dit. Mais les gens, si. Alors, façonnez quelque chose qu'ils ne pourront pas oublier. Plus tard cet après-midi-là, alors que les autres rangeaient leurs outils, je suis resté. Evelyne n'a pas dit un mot, elle m'a juste tendu une nouvelle plaque d'argile. Je me suis assise tranquillement et je l'ai façonnée lentement, sans essayer de la rendre lisse, sans rechercher la perfection, la laissant simplement exister. Imparfaite, têtue, de travers. Quand le bol a été terminé,
J'ai pris la pointe d'un outil en bois et j'ai gravé 2 petits mots sur le bord intérieur, toujours là. Evelyne est passée avec un léger sourire et un hochement de tête. Elle l'a pris et l'a tourné doucement dans ses mains. Je vais le cuire ce soir, a-t-elle dit. Passez demain. Le lendemain matin, je suis revenu avant le lever du soleil. Le studio sentait les fours qui refroidissaient et la pierre chaude. Evelyne m'a tendu le bol, émaillé d'un gris cendre doux, encore chaud comme s'il avait un battement de cœur. Je l'ai pris dans mes 2 mains. Les mots gravés scintillaient faiblement sous la glaçure. Toujours là. Ce n'était pas beau, mais c'était à moi. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là à le tenir. Peut-être des minutes, peut-être plus. Evelyne a laissé le moment s'étirer. Puis elle est allée derrière le comptoir et est revenue avec quelque chose de petit, une carte. Elle me l'a tendue. Du papier cartonné blanc texturé, mon nom écrit en lettres capitales. En dessous, en lettres nettes, technicienne adjointe en argile, Studio Cédar Clay. J'ai levé les yeux. Vous faites partie du studio maintenant, a-t-elle dit. La paie est modeste, mais vous comptez ici. J'ai plié la carte, avec précaution comme si elle était en verre, et je l'ai glissée dans la poche intérieure de ma veste. C'était comme de l'or. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai croisé un homme qui criait dans un téléphone devant un restaurant, quelqu'un qui klaxonnait dans la circulation, un enfant qui pleurait dans une poussette. La ville était de nouveau bruyante. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'était apaisé, comme de l'eau calme trouvant son niveau. Mon corps me faisait encore mal. Mon passé me suivait toujours. Mais maintenant, j'avais quelque chose dans les mains qui ne se meurtrissait pas. Ils ont battu mon corps, mais ils n'ont pas brisé mes mains. Je ne suis pas rentré chez moi ce soir-là avec juste un bol. Je suis rentré chez moi avec un souffle que je n'avais pas perdu au milieu d'une conversation, avec des doigts qui ne tremblaient plus au contact du silence, avec quelque chose de créé, pas de cassé. Au bout d'un mois, mes paumes étaient plus dures. Mon poignet droit me lançait encore quand je forçais trop, mais Evelyne m'avait montré comment contourner le problème, comment laisser l'argile me guider au lieu de la combattre. Et la plupart du temps, ce studio sur l'avenue Truxtun est devenu plus qu'un bâtiment. C'est devenu un endroit où je ne me préparais pas à l'impact. Ce mardi après-midi, le four venait de refroidir. J'étais dans l'arrière-salle en train de décharger des étagères de biscuits de poterie avec Evelyne. La chaleur irradiait encore faiblement à travers les briques, réconfortante comme la dernière chaleur d'un soleil couchant. Nous ne parlions pas beaucoup. Nous le faisions rarement les jours de cuisson. Mes mains se déplaçaient avec précaution, berçant des tasses, des assiettes, de petits vases de travers que d'autres débutants avaient fait, et un bol que j'avais façonné avec un bord en spirale et une base lissée au pouce. Je tendais la main pour le prendre quand la cloche du studio a sonné, pas le doux tintement habituel. C'était sec, rapide. Evelyne a levé les yeux la première, sa main suspendue en plein geste. J'ai entendu la voix avant de voir le visage. Eh bien, je ne m'attendais pas à te trouver en train de jouer à la dinette avec de la boue. Mon cœur a trébuché. Bradant. Il remplissait l'embrasure de la porte comme une ombre que l'on croyait disparue depuis longtemps. Plus grand que dans mon souvenir. Cheveux bien coupés, polo rentré dans un jean sombre. Mais il marchait comme si le sol lui appartenait, comme s'il n'avait jamais traîné une chaise dessus pour coincer quelqu'un. Mes doigts se sont raidis autour du bol. Il a balayé la pièce du regard, ce même air amusé retroussant sa bouche comme s'il venait d'entrer dans une mauvaise sitcom. « Câline » a-t-il dit, toujours en train de prétendre que tu es la petite artiste blessée. Il a laissé la porte se fermer derrière lui et a commencé à marcher lentement entre les étagères. Ses doigts ont effleuré le bord d'une tasse de thé, ont tapoté un vase comme s'il pouvait être creux. Je ne pensais pas que tu atterrirais dans un endroit aussi triste. Pas d'enseigne au néon, pas de followers. Juste de la terre et des professeurs de poterie d'âge mûr. Evelyne se tenait à côté de moi, les bras croisés nonchalamment. Elle n'a pas dit un mot, elle a juste observé. Elle avait cette façon de laisser le silence s'incliner vers vous comme s'il vous mettait au défi de broncher. Bradant s'est approché en cercle. Maman dit que tu déballes ton linge sale en public en ligne, que tu racontes ta version. Il a gloussé. Mon Dieu, Câline, tu le fais vraiment, hein? Jouer la carte de la victime comme si c'était un travail à plein temps. J'ai posé le bol, pas doucement. Il a continué, se promenant comme s'il n'avait nulle part où aller. Tu penses que quelqu'un y croit? Que quelqu'un te croit vraiment? Je me suis tourné vers lui. Il avait l'air si sûr de lui,
s'y ennuyer. Comme si c'était un jeu et qu'il avait déjà gagné. Avant, ça m'aurait déstabilisé. Pas maintenant. Tu es venu jusqu'ici, ai-je dit calmement, parce que tu as peur. Parce que pour une fois, ta version n'est pas la seule que les gens entendent. Le sourire de Bradan a eu un tic. Tu penses que ce petit projet d'artisanat a de l'importance? J'ai fait un pas en avant. Je pense que tu es arrivé sans y être invité dans un endroit que tu ne comprends pas. Ça me dit tout. Il a ricané. Tu n'es que du bruit, de la friture. Tu disparaîtras comme tu le fais toujours. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Encore sèches de la poussière du four. Plus fortes maintenant, plus stables. Ses mains ont créé quelque chose. Que as-tu créé, Bradan, ai-je demandé. À part des bleus? Sa mâchoire s'est crispée. Evelyne a finalement bougé. Elle s'est avancée et s'est tenue entre nous, sa présence silencieuse mais ancrée comme de la brique. Ceci est un studio, a-t-elle dit simplement. Un lieu de guérison. Vous avez apporté du poison ici. Bradan s'est tourné vers elle avec un sourire narquois. Vous ne savez pas comment elle est, ce qu'elle a fait. Je sais exactement ce qu'elle fait, a répondu Evelyne. Elle se reconstruit. Elle s'est tournée vers moi. Voulez-vous que j'appelle quelqu'un? J'ai regardé Bradan. Il ne souriait plus. Non, ai-je dit. Laissez-le rester. Evelyne a haussé un sourcil. Je veux qu'il voie quelque chose. Je suis passé devant lui, je suis allé à mon tour, je me suis assise et j'ai pris un nouveau bloc d'argile de la pile emballée. Mes doigts n'ont pas tremblé quand je l'ai jeté sur le tour et que j'ai commencé à le pétrir. L'odeur de terre humide a de nouveau rempli la pièce. Familière, ancrante. J'ai centré l'argile. Le tour a vrombit sous mon pied. Je l'ai façonné doucement, mes mains se déplaçant en rythme constant, mon souffle accordé au mouvement. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Bradan se tenait sur le côté, les bras croisés, essayant de ne pas avoir l'air de regarder. Mais il regardait. Il regardait chaque mouvement, me regardait construire quelque chose à partir de rien. Quand j'ai façonné le bord du bol, j'ai entendu le plancher grincer. Ses chaussures se sont tournées. Puis la porte s'est ouverte à nouveau. Cette fois, le tintement était plus doux. Evelyne n'a pas bougé jusqu'à ce qu'elle se ferme derrière lui. Puis elle s'est approchée, a posé une main légère sur mon épaule. Ça, a-t-elle dit, c'était de la force. J'ai hoché la tête lentement, sans encore lever les yeux. Je pensais que le silence signifiait la sécurité, ai-je murmuré. Mais maintenant je sais qu'il peut signifier le pouvoir. Elle m'a serré l'épaule, puis a lâché. J'ai fini le bol, et pour la première fois depuis des années, je me fichais de savoir qui me croyait. Je voulais juste qu'il se souvienne que j'étais toujours debout. Il me voulait sans voix. Alors, j'ai commencé à sculpter ma voix en quelque chose de permanent. C'était un matin froid à Bakersfield, pas glacial comme les tempêtes que j'avais connues, mais un froid silencieux, s'insinuant par les manches et les os, le genre qui vous donne envie de vous envelopper dans quelque chose qui ressemble à de la tension. Je l'ai trouvé plié sur le banc en arrivant au studio. Un plaid matelassé, rapiécé et usé, cousu à partir de morceaux qui n'avaient leur place nulle part ailleurs, des rouges profonds et du coton bleu marine délavé, de vieilles chemises en flanelle, de la mousseline déchirée. Il y avait une petite note épinglée à un coin, imparfaite mais cousue avec sens, Je suis resté assise avec ce plaid sur les épaules un moment avant d'ouvrir la porte. Le tissu était doux d'une manière que seul l'âge peut rendre, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti tenu. Je ne savais pas combien de temps j'étais resté assise là à regarder la lumière d'automne s'étirer sur le sol en ciment quand j'ai entendu frapper contre le cadre de la porte. Elia, tenant 2 gobelets en papier. Un pour vous, a-t-il dit, me tendant le plus chaud. Un pour la route, si vous avez envie d'en prendre une. J'ai haussé un sourcil. Soirée à la librairie, a-t-il ajouté. Lecture communautaire, cidre, feu. Quelqu'un récite toujours du Marie Oliver, même si personne ne le lui demande. J'ai esquissé un léger sourire mais j'ai secoué la tête. Je n'en suis pas encore là. Il n'a pas discuté, a juste siroté sa propre tasse et s'est assis à côté de moi sur la marche. Alors ne lisez pas, a-t-il dit. Asseyez-vous, c'est tout. Soyez juste là. On vous garde une place près de la cheminée. Vous n'avez même pas à dire bonjour. J'ai baissé les yeux sur la couverture autour de moi.
Quelque chose dans la façon dont il a dit « soyez » ressemblait à une permission dont je ne savais pas que j'avais besoin. Ce soir-là, j'y suis allé. La librairie se trouvait à l'angle de la 8e et de Milner, coincée entre un magasin de disques fermé et une boulangerie qui n'ouvrait que 4 heures par jour. De l'extérieur, on aurait dit qu'elle avait été oubliée par le temps. À l'intérieur, elle brillait. Des lampes avec des ampoules ambrées douces parsemaient les coins de la pièce, et des chaises pliantes, toutes différentes, étaient dispersées en un large demi-cercle autour d'un long tapis. Une cheminée crépitait doucement dans le mur du fond. Quelqu'un avait placé un panier de plaid en tricot près de l'âtre avec un panneau qui disait « Empruntez de la chaleur. Rendez-la plus tard ». J'ai pris la place qu'Elia avait promise. Deuxième rangée près du milieu. Pas trop exposé, pas invisible. Quelqu'un m'a tendu une tasse de cidre. Un autre a souri sans demander mon nom. Une jeune femme d'une vingtaine d'années s'est avancée la première. Sa voix tremblait alors qu'elle commençait. Elle a lu un poème sur un accident vasculaire cérébral qu'elle avait eu à 17 ans, sur le fait d'avoir perdu la moitié de son visage pendant un certain temps, sur la façon dont personne ne savait comment lui parler après. Puis est venu un homme, peut-être dans la fin de la cinquantaine, lisant une lettre à un fils qu'il n'avait pas vu depuis plus d'une décennie. Sa voix s'est brisée une fois, juste une fois, quand il a dit les mots « si jamais tu lis ceci ». Un par un, les gens se sont levés, ont partagé quelque chose qui avait vécu trop longtemps en eux. Certains ont ri, certains ont pleuré, aucun ne s'est excusé. Et avec chaque voix, quelque chose en moi s'est adouci. Une fissure, puis une autre, comme un sol dégelé se relâchant au contact du printemps. Vers la fin, l'animatrice, une petite femme en salopette et aux boucles d'oreilles dépareillées, s'est éclairci la gorge. Quelqu'un d'autre? J'ai senti Elia me pousser doucement. J'ai secoué la tête. Puis je me suis levé. Je n'ai pas su pourquoi jusqu'à ce que je sois déjà en train de marcher vers l'avant. Mes jambes bougeaient comme si elles avaient pris une décision sans consulter mon cerveau. Il n'y avait pas de podium, juste un petit tabouret. Je me suis assise, j'ai baissé les yeux sur le carnet dans lequel j'avais commencé à griffonner il y a des semaines, plus par réflexe musculaire que par courage. Mes doigts ont trouvé une page, déchirée au coin. J'ai lu. Ce n'était pas la ceinture qui faisait le plus mal. C'était le son après. Le silence. Comme si le monde avait accepté de m'oublier. Comme si j'étais un déchet balayé dans les coins. Silencieuse, invisible, indésirable. La pièce n'a pas respiré pendant un moment. Puis quelqu'un a applaudi, et un autre. Ce n'était pas un tonnerre. Il n'en avait pas besoin. C'était régulier et bienveillant. Je suis retourné à ma place, le cidre froid maintenant. Mes mains tremblaient un peu, non pas de peur, mais de libération. Après l'événement, alors que les chaises grinçaient en reculant et que les gens se dirigeaient vers la porte, une femme s'est approchée de moi. Fin de la cinquantaine, des yeux chaleureux derrière de grandes lunettes à monture métallique. Elle m'a touché le bras doucement. Mon beau-père, a-t-elle dit à voix basse, il a fait la même chose. Je ne l'ai jamais dit à personne. Je ne me le suis même jamais dit à moi-même pendant longtemps. Nous nous sommes assises sur le rebord de la fenêtre, parlant bien après que les lumières aient été baissées. Elle m'a parlé des années qu'elle a perdues à prétendre que rien ne s'était passé, du jour où elle a trouvé une note qu'elle s'était écrite enfant et a pleuré jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Je lui ai parlé des bois, du silence, et de la façon dont, même maintenant, je tressaillais parfois à la gentillesse. Nous n'avons pas échangé de solutions, juste des histoires, et cela semblait en quelque sorte suffisant. Le retour a été silencieux. Elia n'a pas dit grand-chose, ce que j'ai apprécié. Son rythme correspondait au mien, sans hâte. Devant ma porte, il s'est arrêté et a sorti quelque chose de la poche de son manteau. Un petit carnet noir, simple, usé. Des pages blanches, a-t-il dit en me le tendant. Mais la première a quelque chose. Je l'ai ouvert. Écris tout. Même les parties qui font mal. J'ai levé les yeux vers lui, ma voix plus rauque que je ne l'avais prévu. Ils m'ont appris que j'étais une bonne à rien. Il n'a pas scié. Ça n'a jamais été la vérité. Pour une fois, je n'ai pas discuté. J'ai juste hoché la tête. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je suis entré sans verrouiller la porte juste derrière moi. Ils ont essayé de m'enterrer dans le silence, mais j'apprenais à chanter. Et parfois, ce chant passait par l'argile. C'était tôt le matin, juste une semaine avant Noël, et le studio sentait le thé à la cannelle et la terre humide.
Je travaillais sur une nouvelle pièce, une aile d'ange, fissurée et tordue à cause d'une erreur précédente, maintenant remodelée en quelque chose de presque défiant. J'étais en train de poncer la courbe de son bord, laissant le rythme de mes mains calmer le désordre dans ma poitrine quand la voix d'Evelyne a brisé le silence. « Kaline » a-t-elle murmuré, son corps figé à mi-chemin entre l'évier et l'étagère de glaçure. « Il y a quelqu'un à la porte. » Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. « C'est Elia ?» ai-je demandé en balayant la poussière de la base. « Non » a-t-elle dit doucement. « C'est elle. » Je me suis retourné. Et elle était là. Ma mère se tenait dehors, à quelques centimètres à peine de la vitre. Elle ne frappait pas, elle regardait simplement. Son manteau était boutonné trop serré au cou, et elle serrait son sac à main comme s'il pouvait l'ancrer au trottoir. Son souffle embuait la fenêtre, et derrière, son visage paraissait étrangement doux, presque curieux. Mais je me souvenais de ce visage quand il grondait. Je me souvenais de lui au-dessus de moi, menaçant, accusateur. Je suis resté immobile un instant. Mon cœur ne s'est pas emballé. Il s'est immobilisé, comme s'il écoutait, attendait. Elle n'a rien à faire ici, ai-je finalement dit, la voix basse. Mais Evelyne se dirigeait déjà vers la porte. Je vais la renvoyer, a-t-elle offert. Non, ai-je dit en secouant lentement la tête. Laissez-la entrer. Laissez-la dire le script qu'elle a répété dans le miroir. La cloche au-dessus de la porte a tinté doucement en s'ouvrant. L'air d'hiver s'est engouffré. Ma mère est entrée comme si elle en avait tout à fait le droit. Kaline, a-t-elle commencé, utilisant le ton réservé au repas du dimanche et au banc d'église. Chérie, nous nous sommes fait un sang d'encre. Tu as tout simplement disparu. Je n'ai pas bougé de ma place près de la table de travail. Je n'ai pas disparu, ai-je dit d'un ton égal. Je suis sorti en saignant. Elle a scié, clairement non préparée à la ligne que j'avais tracée. Eh bien, Bradan a dit que tu n'allais pas bien. Il a dit que tu agissais de manière instable. Ce nom, cet homme. Mon estomac s'est noué. J'avais autrefois cru que si je saignais assez silencieusement, il pourrait m'aimer en retour. Tu savais ce qu'il a fait, ai-je dit. Tu le savais. Et tu t'es détourné. Elle a expiré brusquement. Les familles se disputent, Kaline. Des choses se disent. Tu as toujours été si théâtrale, transformant toujours tout en une performance. J'ai failli rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible. La manipulation psychologique, le rétropédalage, le masque d'inquiétude. Tu m'as traité de bonne à rien, ai-je dit, tenant toujours l'aile d'ange dans ma main. J'avais 12 ans. Je me souviens de la façon dont ta voix n'a pas tremblé quand tu l'as dit. Tu le pensais. Je l'entends encore dans mon sommeil. Elle a adouci son ton, mais ses yeux sont restés plats. C'était de la discipline. Tu n'as jamais été facile à élever. Tu étais têtu, obstiné. J'ai regardé autour du studio. Cet espace, les murs, la poussière, les étagères contenant chaque tentative imparfaite de beauté étaient devenus mon sanctuaire, ma vérité. Tu n'as pas le droit de le réécrire, ai-je dit. Cet endroit n'est pas pour les fantômes qui se mentent à eux-mêmes. Elle a fait un pas en avant. Kaline, je suis venu pour aider. Non, ai-je dit, tu es venu pour contrôler. Comme toujours. Evelyne s'était placée à côté de moi, silencieuse mais présente, une sorte de chaleur stable. Derrière elle, Elia est entrée dans le studio, ses mains encore couvertes d'argile de l'arrière-salle. D'autres membres de la communauté avaient interrompu leur travail, les têtes tournées, le souffle suspendu. Personne n'a interrompu, mais je les ai sentis des témoins, des ancres et j'ai compris à ce moment-là ce qu'était réellement le pouvoir. Je ne suis pas ta fille par obligation, ai-je dit, ma voix vive mais calme. Tu l'as clairement fait savoir quand tu l'as choisi lui plutôt que moi. Quand tu m'as dit que je l'avais provoqué. Quand tu as dit que peut-être si je n'étais pas si difficile. Sa bouche s'est ouverte. Ne le fais pas, ai-je dit. Pas ici. Ses yeux se sont tournés vers les autres. Elle a ajusté la sangle de son sac à main. Je suis juste venu voir, pour aider. Comme je l'ai dit, j'ai entendu dire que tu te cachais ici. Ce n'est pas se cacher, ai-je dit. C'est guérir. Il y a une différence. Elle m'a regardé pendant un long moment. Peut-être pensait-elle que le silence me ferait tendre la main vers elle comme je le faisais autrefois.
Peut-être pensait-elle que la honte comblerait le vide et me ramènerait. Mais la honte ne colle pas quand la vérité se tient à côté de vous. Alors je m'en vais, a-t-elle dit, levant le menton avec un léger tic d'orgueil. C'est toute l'aide dont j'ai besoin, ai-je dit. Elle s'est retournée, est sortie, et alors que la porte se refermait derrière elle, j'ai regardé son reflet s'étaler sur le verre dépoli et déformé, incomplet, comme un chapitre arraché d'un livre en milieu de phrase. La pièce est restée silencieuse pendant quelques battements de cœur. Puis Evelyne a posé doucement sa main sur mon bras. Ça va? J'ai expiré lentement. Je pense que je suis prête maintenant. Je me suis dirigé vers la vitrine de la galerie. La sculpture de l'aile d'ange tremblait légèrement dans mes mains alors que je la positionnais près de la vitrine principale. La figure se tenait droite, un ange brisé, les ailes rapiécées et superposées d'argile couleur cendre, se tenant non pas avec grâce, mais avec résolution. Ce n'était pas beau, mais c'était vrai. Elle pensait pouvoir réécrire l'histoire, mais j'étais déjà en train d'écrire le dernier chapitre. Ce matin-là, je me tenais à l'angle de la 19e et de Chester, le café refroidissant dans mes mains gantées, fixant le spectacle impossible devant moi. Une file d'attente. Une file qui s'étendait sur la moitié du pâté de maison, s'enroulant autour du côté de la minuscule galerie du centre-ville. Des gens emmitouflés dans des écharpes et des manteaux de laine, murmurant entre eux, tapant des pieds contre le froid, serrant des invitations imprimées comme de l'or. Certains tenaient des brochures, d'autres fixaient simplement les vitrines comme s'ils étaient attirés par quelque chose au-delà du verre. Evelyne m'a retrouvé dehors, les joues rouges, les yeux illuminés comme des lumières de Noël. Vous auriez dû les voir il y a 1 heure. C'était comme si les gens attendaient depuis des années pour respirer. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais encore en train de digérer. Il y a 2 jours, j'avais tenu tête à la femme qui m'a mise au monde. Et ce matin, les gens se présentaient pour voir les pièces qu'elle avait inspirées, non par révérence, mais par reconnaissance et prise de conscience. À l'intérieur, la galerie avait été transformée. Un éclairage doux tombait sur des rangées de piédestaux et de sculptures murales. Elia était resté après minuit pour tout arranger. Même le vieux radiateur dans le coin avait été habillé d'un drapé doux, comme si la pièce elle-même voulait oublier qu'elle avait un jour été froide. J'ai marché lentement devant chaque pièce, laissant les contours familiers passer sous mon regard, des mains figées dans le deuil, des visages déformés par la honte, des ailes d'argile à moitié formées et brisées en plein vol. Mais au centre, sous verre, se trouvait celle qui faisait que tout le monde retenait son souffle, l'aile reforgée. Sa courbe n'était pas parfaite. Une pointe était plus basse que l'autre, et la base portait encore de légères cicatrices de la nuit où je l'avais laissée tomber. Mais elle se tenait droite, déchiquetée, assombrie, défiante. La plaque en dessous indiquait « l'aile reforgée », créée par une survivante de violences domestiques et maternelles. Anonyme jusqu'à présent. Je me tenais derrière le micro, le cœur battant dans ma poitrine comme s'il ne savait pas encore ce qu'était la paix. Puis j'ai pris une inspiration et j'ai parlé. Mon nom est Kalin Ruth Bennett. La galerie est devenue silencieuse. Pendant des années, je me suis dit que mon histoire ne valait pas la peine d'être entendue, qu'elle était honteuse, que si je gardais le silence assez longtemps, tout s'estomperait. Mais la honte ne s'estompe pas. Elle fermente jusqu'à ce que vous craquiez. J'ai fait une pause, j'ai laissé le silence faire son travail. Je n'ai pas seulement été blessé. J'ai été ignoré, blâmé, on m'a dit de sourire, de servir, de disparaître. On m'a dit que mes bleus étaient des malentendus. Que ma rage était de l'hystérie. Mais l'argile ne ment pas. Elle se souvient de chaque tremblement de vos mains, de chaque fracture que vous essayez de cacher. La foule n'a pas bougé. Certains ont baissé les yeux, d'autres m'ont regardé droit dans les yeux. Quelques-uns avaient les larmes aux yeux. Ce n'est pas une exposition de vengeance, ai-je dit. C'est une nécrologie pour le silence. Les applaudissements n'ont pas éclaté. Ils ont grandi lents, incertains, puis plus forts. Vrai. Et puis je les ai vus, près du mur du fond, près de la porte. Ma mère est bradant. Elle portait son trench coat habituel, ceinturé serré, ses cheveux épinglés trop proprement. Il se tenait à côté d'elle, les bras croisés, balayant la pièce du regard comme si elle lui appartenait. Ils attendaient quelque chose. De la déférence, peut-être. De la crainte. Je ne leur ai pas donné cela. Ils se sont déplacés lentement à travers la foule, et partout où ils allaient, des chuchotements suivaient. J'ai entendu quelqu'un murmurer « c'est eux » et un autre répondre « incroyable ». Le culot.
Quand ils se sont arrêtés près de l'aile reforgée, ma mère a incliné la tête. Elle a toujours été théâtrale, a-t-elle dit à voix basse, assez fort pour être entendue. Nous l'avons élevée avec de la structure, des limites. Ceci, ce n'est que de la dramaturgie. Avant que je puisse répondre, la femme qui se tenait à côté d'eux a tourné la tête. Élégante, plus âgée, son badge de presse accroché à son revers. Elle a sculpté votre cruauté en quelque chose que les gens paient pour voir, a dit la femme d'un ton égal. Ce n'est pas du théâtre. C'est de l'art né de la survie. La bouche de ma mère a eu un tic. Bradan a détourné le regard. Un homme aux cheveux poivre et sel s'est approché avec une petite carte glissée dans la poche de son costume. Madame Bennett, je suis de la Fondation nationale pour les arts contemporains. Nous suivons votre travail depuis qu'il a commencé à circuler en ligne. Nous aimerions discuter d'une tournée organisée. New York, Chicago, peut-être Londres. Ma mère s'est avancée soudainement. C'est notre fille, a-t-elle annoncé, souriant comme si elle s'était entraînée. Nous sommes si fiers de sa résilience. Je me suis tourné vers l'homme. Vous devriez savoir, ai-je dit calmement, qu'ils ne sont pas ici pour me soutenir. Ils sont venus dans l'espoir de me revendiquer maintenant que l'argile vaut quelque chose. L'homme a haussé un sourcil. Merci. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Un journaliste s'est penché avec un micro. Kaline, si je peux me permettre, à quel point cette exposition est-elle autobiographique? Je n'ai pas bronché. Entièrement, ai-je dit. J'ai été battu pour ne pas avoir rempli une assiette assez vite. J'ai été laissé en sang par quelqu'un qui n'a jamais levé la main pour porter autre chose que sa propre fierté. Et quand j'ai parlé, ma propre mère m'a traité de menteuse. Des halètements ont parcouru la foule. Les appareils photo ont cliqué. Mais je n'ai pas pourri, ai-je continué. Je me suis reformé. Cette fois, les applaudissements ont été un tonnerre. J'ai surpris le visage de ma mère au moment où la foule a surgi, rouge, les yeux creux. Bradan lui a touché le bras, mais elle l'a repoussé. Ils se sont retournés, sont sortis sans un mot de plus. Je ne les ai pas suivis. Je n'en avais pas besoin. Pour moi, ils n'étaient plus que des silhouettes maintenant plus des encres, juste des ombres qui s'estompaient. Plus tard, bien après que la foule se soit clairsemée et que les lumières se soient tamisées en un murmure chaleureux, je me tenais dans l'arrière-salle avec une bougie à la main. Je l'ai allumée doucement, la plaçant à côté d'un petit monticule d'argile intact. Pas pour eux. Pour elle. Pour la fille qui a survécu quand personne n'écoutait, la fille qui a cessé de demander la permission. La fille qui a choisi le feu plutôt que la peur. J'ai laissé la bougie brûler en sortant. Je ne reconstruisais pas mon passé. Je sculptais un avenir qu'il ne toucherait jamais. L'étagère n'avait rien d'extraordinaire, juste une planche de bois de grange récupérée que j'avais trouvée dans une casse près de l'avenue Truxtun. Je l'avais poncée moi-même, teinte d'une couleur noyée, et montée sur le mur étroit entre la cuisine et la fenêtre de mon nouvel appartement. Elle grinçait légèrement sous le poids, mais elle tenait bon. J'ai disposé les 3 pièces comme les chapitres d'un livre que j'avais enfin fini de lire. L'aile d'ange fissurée se tenait au centre, son bord tranchant adouci par le temps et des mains guérisseuses. D'un côté se trouvait un bol, terreux et lisse, avec les mots toujours là gravés le long du bord, juste assez profondément pour capter la lumière lorsque le soleil le frappait le matin. De l'autre côté, la pièce la plus récente, un phénix. Ses ailes étaient construites à partir d'argile torsadée moulée autour de morceaux de boucles de ceinture en laiton et de fils de cuivre. J'avais tiré ces débris de la boîte que je cachais sous mon lit quand j'étais enfant, celle remplie de choses dont je n'avais pas le droit de parler. Maintenant, il s'élevait. Dehors, le vent pressait doucement contre la fenêtre. À l'intérieur, c'était calme mais pas vide. Je me déplaçais lentement dans l'appartement, pliant une couverture, rinçant une tasse, arrosant l'unique rose sur le comptoir. Ce n'était pas un grand espace, juste un modeste 2 pièces au-dessus d'un cabinet d'avocat, mais il était à moi. Fini les planchers qui grincent en écho à la rage de quelqu'un d'autre. Fini les plantes d'intérieur qui meurent de silence. Quand la boîte aux lettres a retenti, je ne me suis pas précipité. J'ai laissé passer du temps. Plus tard, une tasse de thé à la main, j'ai ouvert la petite porte argentée et j'ai sorti le courrier habituel, une facture de service public, une carte faite à la main de la nièce d'Elia, et une enveloppe crème. Pas d'adresse de retour, juste mon nom complet écrit d'une écriture soignée et serrée que je connaissais trop bien. Je suis resté là un moment, juste à respirer.
De retour à l'intérieur, j'ai posé le reste du courrier sur le comptoir et j'ai apporté la lettre à la fenêtre. La lumière était douce, comme un brouillard de début de printemps. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai sorti la feuille pliée. Kaline, j'ai été élevé à la dure. Je t'ai élevé plus durement. Peut-être trop durement. Je le vois maintenant. Je n'attends rien. Appelle si tu veux. Maman. Pas de « je suis désolé ». Pas de mention de la forêt, de la galerie, pas même mon nom à nouveau. Juste des fragments. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai plié doucement et je l'ai posé sur le rebord de la fenêtre à côté d'une petite pierre du ruisseau derrière notre ancienne maison. Et je l'ai laissé là. Toutes les lettres n'avaient pas besoin de réponse. Certaines étaient destinées à flotter tranquillement dans l'air et à disparaître, comme de la buée sur une vitre froide. Le lendemain après-midi, Evelyne est passée avec un thermos de camomille et 2 scones au miel. Elle a jeté son manteau sur le dossier de mon tabouret comme si elle avait toujours vécu ici et s'est glissée dans la chaise près de la fenêtre. Je l'ai vue, a-t-elle dit en désignant la lettre du menton. Je m'en doutais, ai-je répondu en lui versant une tasse. Nous sommes restés assises tranquillement un moment, écoutant le bourdonnement de la rue en bas. Elle a finalement demandé, « Alors, tu vas l'appeler ?» J'ai regardé par la fenêtre. Un enfant promenait son chien, une main tenant la laisse, l'autre un jus de fruits. Le chien tirait constamment vers un arbre. Le garçon ne cessait de rire. Peut-être un jour, ai-je dit. Mais pas aujourd'hui. Elle a hoché la tête, prenant une longue gorgée. C'est juste. Je me suis tourné vers elle et j'ai ajouté, aujourd'hui, je ne reconstruis pas des ponts faits de cendres. Elle a souri doucement. Je me suis levé et je suis allé à la minuscule étagère d'angle près de mon bureau. Une bougie se trouvait dans un bougeoir en céramique que j'avais fait il y a des années. J'ai sorti un petit morceau d'argile crue du bol à côté, juste assez pour tenir dans ma paume. J'ai allumé la bougie, j'ai tenu l'argile au-dessus pendant un moment, puis je l'ai laissée tomber dans la flamme. Elle a sifflé, s'est tordue, et est devenue sombre en se recroquevillant sur elle-même. Certains feux purifient, ai-je dit. Plus tard cette semaine-là, le studio m'a invité à installer une de mes pièces sur leur mur principal. J'ai choisi le phénix. Nous l'avons monté avec soin. La lumière le frappait juste comme il fallait l'après-midi, projetant une longue ombre qui s'étendait à mi-chemin du sol. En dessous, une plaque de laiton indiquait « Par Kaline Ardant ». Pour la fille qui a survécu. Les gens s'arrêtaient devant, un par un. Certains faisaient une longue pause. Une femme a posé sa main sur son cœur. Une autre a murmuré « C'est moi ». C'est mon histoire, aussi. Je n'avais plus besoin de l'expliquer. Un vendredi soir tranquille, je me suis retrouvé dans mon petit appartement, les mains de nouveau profondément dans l'argile fraîche. Le tour tournait lentement alors que je façonnais une nouvelle figure, une toute petite fille, pas à genoux, pas cachée, juste assise en tailleur, les yeux fermés, les bras croisés comme des ailes les siennes. J'ai gravé un doux sourire sur son visage. Pas large, juste calme. Quand j'ai eu fini, j'ai signé la base d'un simple cas. Puis je suis sorti. Le soleil se couchait, colorant le ciel de teintes orange et roses. L'air sentait faiblement l'eucalyptus et le béton. Ce n'était pas une soirée spectaculaire, juste une bonne soirée. Alors que je me tenais là sur le palier, les clés dans une main, le téléphone dans l'autre, j'ai senti quelque chose changer. Pas bruyamment, pas tout d'un coup, mais entièrement. Ils m'avaient élevé comme un outil, alors je les ai laissés rouiller. Mais moi, je suis devenu inifugé.